du bâtiment de la région parisienne, qui préparait la journée d'aujourd'hui, samedi 12 novembre 2016, de commémoration critique de la guerre 14-18 sur le thème de l'immigration. Pendant toute la matinée, il fallait finir d'aménager leurs locaux pour accueillir le ciné-club, les débats et les concerts qui allaient animer l'après-midi et la soirée. On commence à chaque section sur basket. À chaque fois qu'il faut passer le cache, j'ai sur basket. Féministe organisée autour de Marguerite Durand, qui a fondé en 1800 un journal qui s'appelle La Fronde. C'est horrible, introduire de la compétition. C'est ça. Tu vois, par exemple, là moi j'ai pas de couteau, donc là je perds un temps fou pour trouver un couteau. Ma pomme épluchée. Alors que le couteau il est sous tes yeux. Est-ce que 2 pommes épluchées équivalent à une pomme coupée en 4 Non. C'est pas une ouverture au féminisme, mais il y a des stars qui sont un peu obligés de faire évoluer leurs orientations, y compris de se questionner sur ce qui se passe en interne chez eux. Mais les porte-paroles de ces ouvrières en lutte sont encore très souvent des cadres syndicaux masculins. Le syndicat du bâtiment est un syndicat où souvent on retrouve des primo-arrivants, hein, puisque le bâtiment est un secteur qui, encore jusqu'à maintenant, considère qu'une partie de sa production est faite par des gens non qualifiés. Le fait d'être en situation de domination fait que le dominant projette sur le dominé tout ce que lui ne veut pas être. Donc si le dominant se dit « moi je suis rationnel », eh bien le dominé il va être irrationnel. Si le dominant dit « je suis intelligent », l'autre va être stupide, etc., etc. Et vous voyez bien aussi, puisque tout à l'heure on avait un film qui parlait de féminisme, que ce qu'on peut dire à propos des peuples minoritaires, on peut aussi l'étendre plus largement. Celui qui se trouve en situation de catégorie minoritaire, eh bien, il va se trouver victime de stéréotypes, il va se trouver victime de mépris, et quand on essaie de s'en sortir, eh bien, on se prend de nouveaux stéréotypes. Je reprends l'exemple des féministes tout à l'heure, hein, les féministes qui se sont battues contre l'image dégradante de la femme, l'image méprisante qu'il pouvait y avoir des femmes, et bien après il y a eu des stéréotypes des féministes. Il y avait en Irlande ce qu'on appelait les penal laws, les lois pénales. Ces lois pénales interdisaient à peu près tout aux Irlandais. Les catholiques ne peuvent ni voter, ni être élus au Parlement, ni exercer de responsabilité municipale, ni pratiquer la loi, ni exercer aucune responsabilité municipale, militaire ou fonction publique. Aux États-Unis, on parlait de white niggers. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, donc niggers c'est très péjoratif, hein, c'est vraiment les nègres dans un sens très péjoratif, et les white niggers, donc les nègres blancs, c'est les Irlandais. On voit le noir et l'Irlandais qui sont représentés, on les met sur la balance au même niveau et on les présente avec des traits, vous voyez, surtout l'Irlandais avec des traits de singe.
au XIXe siècle, il y a une véritable paupérisation de la Bretagne, c'est assez peu connu. Au milieu du XIXe siècle, donc Flaubert dit, dès que vous arrivez quelque part en Bretagne, les mendiants se ruent sur vous et s'y cramponnent avec l'obstination de la faim, où leur timidité, leur ignorance du français les font soupçonner souvent d'inintelligence. Et là, je pense que c'est aussi une chose qu'on retrouve régulièrement dans les phénomènes migratoires, dans les mouvements migratoires, c'est que la personne qui ne maîtrise pas la langue du pays d'accueil, eh bien, est considérée comme inintelligente, est considérée comme stupide. Là, on nous raconte, les usines continuaient à commander des wagons de bretons, véritables bêtes de somme, capables vraiment de fournir un travail de cheval. En fait, on s'aperçoit que où que tu ailles au sein de ton pays, de toute façon, il y a une sorte de racisme envers les personnes venant d'autres régions, effectivement. On le constate partout. Ce que je vois, c'est que d'un quartier à l'autre, on peut dire qu'il y a du racisme. D'une ville voisine à l'autre, il y a du racisme. D'une région, on retrouve exactement les mêmes schémas, effectivement. On a toujours peur de l'inconnu, de ceux qui viennent d'ailleurs. Quand on est minoritaire, en fait, quand on a quelqu'un qui nous domine, quand on est dominé, eh bien, on se retrouve dénigré, on se retrouve méprisé. Moi, je souhaitais parler de mon grand-père et de ma grand-mère maternelle, qui étaient des Bretons d'origine paysanne. À Paris, le métro, l'architecture haussmannienne a d'abord été réalisée par soit une immigration intérieure, c'est-à-dire qu'on se rappelle les maçons creusois ou les Bretons, etc. Donc lui travaillait au nettoyage des bus de la RATP et elle faisait des ménages dans les familles bourgeoises. Oui, ça fait 10 ans que je fais le même boulot, je fais le nettoyage et puis j'ai fait une formation de s'équiper laveur de vitres et puis j'ai mal même avec les patrons pour connaître mes qualifications. Le type d'emploi était un emploi non qualifié, bien que la RATP était une entreprise florissante et importante. Mon grand-père nettoyait les bus, quoi. Et ma grand-mère était dans un emploi similaire dans les familles bourgeoises. En France, en 1900, il y a à peu près 100 millions d'habitants, 40 millions dans l'Hexagone, 60 millions dans les colonies. Autant dire que les non-blancs sont majoritaires dans le pays, même si ce n'est pas du tout la représentation qu'on a. Donc ces gens sont dans les colonies d'Afrique et d'Indochine, ils travaillent, ils ont des vies. Gilles n'est pas anticolonialiste, il est favorable à la colonisation. Mais il est lui-même, tout colonialiste qu'il est, scandalisé par les excès de la colonisation. Il voulait une colonisation humaine, une colonisation acceptable. Bon, on exploite un peu les gens, mais enfin, pas trop. Et là, lui-même, il voit des choses absolument insoutenables qu'il raconte dans ces 2 livres qui défait la chronique. Un livre de Gilles est un événement, il se fait évidemment beaucoup d'ennemis à cette occasion. Si par exemple on dit aux gens c'est un cours d'histoire, bon, c'est pas passionnant. Si on dit mais pas du tout, c'est un combat d'aujourd'hui qu'on va mener sur l'esclavage qui existe dans plusieurs pays, et il y a parfois en France aussi des formes de travail, d'exploitation qui pourraient arriver à cet esclavage, et donc il faut s'en prémunir d'une certaine façon. Là, je crois qu'on a beaucoup plus de chances de montrer l'intérêt de l'action pour l'histoire, et l'intérêt surtout de l'histoire pour l'action. Les gens nous disent oui, mais bon, l'esclavage, c'est le XVIIIe siècle, c'est très vieux, etc. Alors, moi je dis c'est pas si vieux que ça. Le premier esclavage, il est monarchiste ou impérial. Ce second esclavage est un esclavage républicain. Et bien c'est tout récent, ça fait même pas 70 ans. Ça fait même pas 50 ans, si on va jusqu'en 1960. À l'époque, l'Organisation internationale du travail condamne la France, l'OIT, qui existe déjà dans l'entre-deux-guerres. La France est condamnée par l'OIT. L'OIT dit à la France, ce que vous avez mis en place ne respecte ni le droit français, le décret Schleicher, ni le droit international. La France passe outre. Est-ce que les syndicats ont toujours été antiracistes ? Alors les syndicats ont été dans une période initiale internationaliste. Après, la position des syndicats quant à la main-d'œuvre étrangère a toujours été ambivalente. C'est-à-dire qu'il y avait la défense des intérêts immédiats des travailleurs français et de voir de quelle manière le fait de l'apport étranger, comme on disait, avilissait les salaires, mais aussi le fait
de dire qu'il n'y a qu'une seule classe ouvrière et que donc, quelle que soit son origine, l'intérêt est d'intégrer pour les syndicats au plus vite et dans la meilleure façon les travailleurs étrangers pour que justement ils soient sur le même plan de revendication que les travailleurs français. Et on voit bien que les syndicats ont du mal avec ça. Quand on regarde plus récemment, que ce soit la CGT, Solidaire, il faut évidemment la CFTC, sont tous en proie à des militants en interne, alors que ces confédérations-là ne sont pas à promouvoir des choses discriminantes ou racistes, mais en interne, il y a des militants qui trouvent que mêler social et discrimination, racisme, c'est pas forcément grave. Il y a eu par exemple en Afrique du Sud des syndicats de travailleurs blancs qui défendaient les intérêts des travailleurs blancs en évitant notamment que les travailleurs noirs puissent avoir les mêmes droits et les mêmes rémunérations, les mêmes postes. Donc tout dépend de l'orientation que se donne le syndicalisme. Les mêmes qui peuvent proclamer l'internationalisme ouvrier peuvent avoir au quotidien oublié de prendre en compte dans leur vision des choses les intérêts ou les spécificités que peuvent subir les travailleurs d'origine immigrée. Mais dans les faits, par rapport à des choses très concrètes, c'est-à-dire la raréfaction du travail, l'utilisation de patronat, du main-d'œuvre bon marché qui est davantage soumise et qui ne serait pas forcément encline à partager les aspirations des militants révolutionnaires, on voit bien que c'est beaucoup plus ambigu. J'ai longtemps voulu m'engager dans quelque chose et c'est vrai que les partis politiques ça ne me correspondait pas. Et je suis revenue le jour où mon patron m'a licencié, licenciement économique. En fait, j'avais des problèmes de travail avec mon patron et il m'a fait travailler et puis il m'a licencié, un licenciement injustifié. C'est pour ça que j'étais adhéré au syndicat. Suite à des petits soucis dans l'entreprise. Plutôt au commencement, c'était pour m'aider dans mes trucs, dans mes affaires, tout ça. J'ai rentré ici à syndicat, grâce au syndicat, je connais beaucoup mon droit. Même actuellement, je travaille et j'ai commencé le mois dernier. Mais franchement... Mais au fur et à mesure, quand je suis venu à des réunions, à des soirées, à participer, mais j'ai vu qu'il y avait une cohésion et ça m'a plu, j'ai envie. Il m'a dit, viens voir, c'est sympa, des trucs intéressants qui s'y font, et puis donc je suis venu, puis j'y suis encore. La hiérarchie, les patrons, les trucs, je vois pas comment on peut fonctionner autrement que là, comme la CNT, l'autogestion et la lutte des classes, ça me parle. Oui, il y a un intérêt de classe qui nous rassemble. Alors après, ça ne veut pas dire que sous le casque, ces différences s'effacent. On a bien conscience que au sein du syndicat, on ne vient pas tous avec la même histoire et la même situation. Pour moi, il faut faire regrimper le taux de syndicalisation. Et s'il te dit... Tu vas pas mettre ça dans le film, hein. Pour moi, il est là. Alors si je bouge en même temps, mais pas dans le même sens. Normalement, la casserole bouge aussi. Quand on est arrivé ici, il y a liberté, mais il n'y a pas égalité dans la société française. Que l'étranger qui vient, que ce soit nos emplois, quand on veut travailler, il n'y a pas de l'égalité. Plus que l'accès au logement, il n'y a pas de l'égalité. On est écarté de tout, il n'y a pas de l'égalité. Ils travaillent sur nous, il y a les logements, tout ça, ils payent l'impôt. Mais dès qu'ils partent au niveau des professeurs, ils n'ont pas droit à les cartes de séjour. En tant qu'émigré, je me sens déjà africain. C'est ce qu'on te le fait comprendre hein, déjà en France. Il y a une ambiance délétère qui aujourd'hui nous met les uns contre les autres. Tu te rends compte qu'il y a une telle précarité des gens et un tel poids des médias et du spectacle ambiant que en fait, ça rentre dans le crâne de tout le monde. Et que
les gens véhiculent eux-mêmes le discours qui tend à les diviser des autres, quoi. On sent dans le milieu du travail, des fois, la parole raciste se libère de la dédiabolisation du Front National, entre autres, et des racistes qu'on voit à la télé tous les jours. Les gens commencent à tomber dans le raccourci, ils connaissent pas leurs voisins, ils cherchent pas à le connaître non plus. Je vois qu'il y a beaucoup de... Pas de persécution, mais... Comment dire ça? Je trouve pas le mot. Après avoir filmé la veille les préparatifs de cette journée de commémoration critique de la guerre 14-18, dans une ambiance pleine de rire, de sport pour aménager l'espace, et de confidences parfois graves, souvent touchantes, et de débats sur les différentes catégories stigmatisées et les progrès qu'ont à faire les syndicats contre le racisme et le sexisme, j'attaque maintenant un sujet sans doute plus sombre, au front de la guerre, où s'exacerbent les inégalités de traitement, dans la violence et face à la mort. On considère qu'il y a eu à peu près 500 000 peuples indigènes, comme on disait à l'époque, qui ont été intégrés dans l'armée française et se sont battus au front. On a beaucoup parlé du nombre de morts bretons. On a dit qu'il y avait eu 240 000 morts bretons pendant la Première Guerre mondiale. Le fait de s'engager dans l'armée, le fait d'être appelé, d'aller faire son service militaire en cas de